Bonjour et bienvenue dans Carrière anthropologique, le podcast qui présente les débouchés professionnels des études en anthropologie. Je m'appelle Aurore Simons et depuis août 2023, je suis diplômée d'un master en anthropologie sociale et culturelle à l'UCL. Ensuite, j'ai eu l'idée d'interviewer des personnes qui ont terminé leur master en anthropologie pour retracer leur parcours professionnel, les difficultés qu'ils et elles ont rencontrées et les conseils qu'ils et elles donneraient aux futurs diplômés. Ce podcast vise à montrer qu'il n'y a pas que le doctorat et la recherche universitaire qui débouchent en anthropologie, mais que les anthropologues ont leur place dans tous les domaines du marché de l'emploi et surtout qu'il est possible de se réaliser dans 1000 projets professionnels avec un master en anthropologie. Dans ce deuxième épisode, j'accueille Jérôme, qui a terminé son master en 2021 à l'Université catholique de Louvain. Il nous raconte sa première voie professionnelle qui est la musique, la découverte de l'anthropologie par sa mère et comment son terrain ethnographique de mémoire lui a ouvert les portes sur son premier travail en tant qu'anthropologue. Cet épisode sera en 2 parties pour garder une durée raisonnable par épisode. La deuxième partie sortira la semaine prochaine. Si tu ne sais pas exactement ce qu'est l'anthropologie, tu peux aller écouter mon épisode d'introduction où je t'explique quelle est cette science. Bonne écoute! Bonjour Jérôme. Salut Aurore. Merci d'être venu sur le podcast pour partager ton expérience aujourd'hui. Avec plaisir. Donc pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter en donnant notamment ton âge et l'année où tu as terminé tes études ? Ouais. Je m'appelle Jérôme, je viens d'avoir 41 ans. Et j'ai fini les études d'anthropo en janvier 2021. Ce qui fait évidemment tardif par rapport à mon âge, puisque l'anthropo, ce sont des deuxièmes études. C'est un master que j'ai repris en 2018, quand j'avais du coup en principe 35 ans. Et avant ça, j'étais musicien, je suis toujours musicien, mais mon premier diplôme, c'est au conservatoire. Donc j'ai d'abord été musicien 15 ans, et puis j'ai fait le master en anthropologie, et je suis entré dans le master par une procédure qu'on appelle valorisation des acquis de l'expérience, VAE, et donc qui m'ont permis de m'épargner les années de bac. Et donc je suis arrivé là, parce que j'imagine que la question suivante, ça va être de comment j'ai atterri là-dedans, alors que je suis musicien, donc on ne fait pas directement le lien, et effectivement, le lien n'est pas évident, mais quelques années avant ça, ma mère a fait ce qu'on appelait, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait un DES, je pense, en anthropo, qui était une sorte de petit master à 90 crédits qui était destiné à des gens qui travaillaient par ailleurs. Donc avec certains horaires décalés, un programme un peu adapté. Et ma mère a fait ça. Donc elle, c'était ses 3e études. Et alors elle devait aussi faire un terrain et un mémoire, et elle a fait son terrain et son mémoire sur mon groupe de musique. Ok. Et donc c'est à travers ça que j'ai découvert ce que ça pouvait être l'anthropologie. J'avais aucune idée de ce que c'était. Et puis comme elle est venue nous suivre et nous observer, et qu'elle a écrit sur nous, ça a été d'ailleurs un peu délicat au LAP, à l'époque, quand elle a dit je vais faire un terrain sur mon fils. Il y avait des pour et des contre. En plus, elle est à la base, elle est médecin et puis elle est psychanalyste, donc il y avait un peu... Et donc là, elle venait faire l'anthropo, mais elle faisait un terrain sur son fils, donc ça avait soulevé des trucs, mais bon, moi, à cette époque-là, je me préoccupais pas tellement de ça, je faisais de la musique, et puis voilà, puis je lisais beaucoup de choses par ailleurs, donc j'étais pas complètement... c'est aussi une des raisons, mais
je connaissais pas tellement l'anthropologie. Moi, je lisais de la philo, je lisais de l'économie, je lisais de la socio. Et, et puis, elle a fait ça. Et en fait, je prends quelques détours, mais je pense que dans le sujet de ton podcast, c'est intéressant. En fait, donc ma mère, en tant que médecin puis en tant que psy, elle a fait toute une partie de sa carrière dans le domaine de la toxicomanie. Et donc sur les questions des addictions, etc. Et elle a fondé notamment une institution qui s'appelait le réseau d'aide aux toxicomanes et qui donc travaillait sur de la première ligne mais aussi de la formation de médecins dans le rapport aux problèmes d'addiction. Parce qu'en fait les médecins traitants on s'en rend pas tellement compte, mais sont vraiment en première ligne sur ces questions-là. Les personnes qui ont des problèmes d'addiction, les premiers interlocuteurs ou interlocutrices qu'ils ont à ce niveau-là, c'est leur médecin traitant. Or, quand on fait médecine, ces questions-là sont absolument pas abordées. Et donc, un des objectifs qu'elle faisait, c'était de former les médecins à ces problématiques-là. Fin de la parenthèse. Et dans le cadre de ce boulot, une fois qu'elle a eu fini son DES, elle s'était très bien entendue avec Pierre Jo, avec... Attends, on va peut-être avec Olivier, faire une petite pause. Vas-y, je t'en prie. Parce que donc tu as fait ton master à l'Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve. Oui, pardon, je croyais que ça allait coller de source. Oui, donc j'ai fait à l'UCL et le LAP, c'est le laboratoire d'anthropologie prospective de l'UCL. Donc c'est vrai que j'ai pris des raccourcis. Donc effectivement, et donc à la suite de son DES, ma mère qui s'était entendue pas mal avec donc les professeurs, Olivier Servet, Pierre-Joseph Laurent, principalement, il y a eu une volonté de lancer une forme de collaboration avec le boulot qu'elle avait, avec son association, et donc il y a eu la création d'un colloque annuel qui était en collaboration donc entre le réseau d'aide aux toxicomanes de ma mère et le LAP. Et donc une fois par an, pendant 2 jours, il y avait un panel d'intervenants et qui avait cette particularité assez chouette de mélanger des intervenants universitaires et des intervenants de terrain du monde associatif sur les questions de toxicomanie. Donc il y avait des assistants sociaux qui travaillaient vraiment en rue ou dans les centres il y avait plus l'univers en fait professionnel de ma mère sur les questions de toxicomanie, et il y avait l'univers professionnel plutôt du LAP avec les chercheurs et les universitaires. Et ça donnait un colloque qui était vachement chouette parce que ça mélangeait des mondes qui d'habitude se mélangent pas, parce que dans le public aussi, pareil, dans le public il y avait des travailleurs sociaux et des chercheurs. Et donc ma mère organisait chaque année ce colloque, et puis elle me disait mais tu devrais venir, tu vas voir c'est chouette, tu devrais venir, tu vas voir c'est chouette. Moi à ce moment-là je voyais pas tellement, et puis à un moment j'y suis quand même allé parce que à un moment il faut quand même faire ce que dit sa maman. Et donc je suis quand même venu au colloque, et en fait j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je suis retourné l'année d'après. Et Olivier Servet, qui était vraiment le responsable au sein du LAB pour ce colloque, et donc qui était présent, qui organisait avec ma mère, me disait écoute, si ça te dit de reprendre, de faire le master, il y a la possibilité de la VAE, et donc si jamais ça t'intéresse, on peut en parler, etc. Puis il m'a dit ça 1 fois, 2 fois, et puis j'ai fini par le prendre au mot et par entamer cette procédure. Et donc j'ai été admis, et donc ça c'était pour la rentrée 2018. J'ai été admis au master, c'était un changement assez radical dans mon quotidien, on va dire, puisque je travaillais dans la musique et je travaillais beaucoup en horaire décalé, du coup, je donnais des cours. J'avais des petites choses fixes, des petits orchestres que je dirigeais, des choses comme ça, qui me permettaient d'avoir des
gagner un peu ma vie. Et puis là, il y avait l'UNIF qui venait se mettre, et c'était l'UNIF, là pour le coup, c'était le master, c'était plus les DES, donc il n'y avait pas d'horaire décalé, c'était horaire de jour, full time. Donc voilà, je suis arrivé dans ce master. J'étais pas le seul vieux. On était quelques-uns parce que c'est quand même un master où il y a pas mal de VAE. Je pense que par rapport à d'autres, ça doit quand même être dans les masters où il y en a le plus, pour tout un tas de raisons. Et notamment le fait que Olivier Servet, entre guillemets, recrute activement, c'est-à-dire qu'il m'en a parlé à moi, mais je ne suis pas la seule personne à qui il en a parlé. Donc je pense qu'il y a une volonté et je trouve ça intelligent parce que dans les deux sens, j'ai été dans un super groupe où j'ai beaucoup appris d'être avec les plus jeunes et où je pense que les plus jeunes ont aussi, ça leur a aussi apporté quelque chose d'avoir quelques moins jeunes. Voilà, donc je suis arrivé dans ce master et puis je te laisse poser ta question suivante. Sinon il n'y a que moi qui parle. Non, mais j'avais encore une question concernant le mémoire de ta mère. Oui. Vu qu'elle l'a fait sur ton groupe, qu'est-ce que ça a fait au final de lire une analyse sur soi-même? Parce que... Eh ben, c'est vachement intéressant. Après, je pense que sur le moment, j'ai pas tout compris. Parce que... Enfin, j'ai pas tout compris, c'est-à-dire que évidemment, j'ai compris tout ce qui était écrit. Mais j'avais pas cette perspective et donc je comprenais pas nécessairement les enjeux et l'intérêt de ce qu'elle avait pu faire. Mais c'était passionnant parce que elle avait fait des entretiens avec les autres musiciens de mon groupe aussi, forcément. Elle a fait des entretiens individuels avec tout le monde. Et ben, dans son mémoire, il y avait des extraits de ces entretiens. Et donc, ouais, moi j'ai découvert des trucs. Évidemment, je les connaissais tous très bien, mais c'est pas la même chose de lire des extraits d'entretiens qu'ils ont eu dans un autre cadre. Donc ça, c'était super chouette aussi. Et je pense que c'est quand même un enjeu, et c'est super intéressant que tu soulèves cette question, parce que je pense que c'est un vrai enjeu quand on fait un mémoire, mais c'est la même chose, je pense, avec une thèse, sur un terrain avec des interlocuteurs à qui on va, entre guillemets, devoir rendre des comptes. Et on y reviendra parce que moi j'ai fait un terrain comme ça aussi. Mais je pense que c'est vraiment une question brûlante dans la pratique de l'anthropologie d'avoir un terrain où on va pas... les personnes à qui on a affaire sont suffisamment proches de soi que pour avoir envie et avoir le droit, entre guillemets, de le lire, d'avoir une opinion, d'être un interlocuteur aussi après, une fois que le travail a été fait. C'est une question, en tout cas, qui est complexe. Et donc, moi, j'ai eu ça. On a lu le mémoire. Je l'ai encore à la maison quelque part. Je devrais peut-être le relire un jour, parce que je l'avais juste lu à l'époque. Et donc oui, j'avais été dans un mémoire, mais ça ne m'a pas tellement... en tout cas, consciemment, ça n'a pas tellement eu de poids dans moi, mon parcours et mes choix. Alors certainement quelque part inconsciemment, mais en tout cas consciemment, j'ai jamais repensé spécialement à ça. C'était rigolo aussi parce que ça veut dire que tous les membres de mon groupe de l'époque, on était 11, hein, donc c'était quand même une grosse troupe, ont aussi quelque part tissé un lien avec ma mère à travers ça, puisque quand on est anthropologue sur le terrain, on tisse des liens avec ses interlocuteurs et ses interlocutrices. Et donc ça a été particulier aussi dans le rapport qu'on avait après, c'est-à-dire que moi je connaissais plus ou moins certaines mamans ou certains papas de
des autres musiciens de mon groupe, mais pas plus que ça, alors qu'eux avaient tous eu des entretiens, et puis elle était venue nous voir sur des concerts, et dans les coulisses, etc. Et donc, tu vois, tout le monde la connaissait, et ça, c'était... ça avait créé un truc qui était marrant, mais qui était très chouette, qui était pas... qui avait pas du tout été problématique. Voilà. Ouais. Bah, en vrai, c'était juste un peu pour savoir, parce que en tant qu'anthropologue, on analyse, mais on se fait rarement analyser, quoi. Oui, tout à fait. C'est une question super intéressante. Ouais. C'est une question super intéressante parce qu'en fait, on se fait analyser, mais sauf que les gens qui nous analysent, ils l'écrivent pas et ils le publient pas. Mais les gens à qui on a affaire, t'inquiète pas qu'ils en pensent pas moins, évidemment. Mais du coup, pour un peu reprendre la chronologie de tes formations, du coup. Ouais. Donc, après Tareto, tu as fait le conservatoire. Un master en musique. Alors, à l'époque, le conservatoire s'appelait pas encore master. Ouais. Moi, j'ai passé en tout 6 années au conservatoire, 5 ans en classique et 1 an en jazz. Quand je me suis inscrit en 2018, la première année du master anthropo, on a ce travail du jury, je rentre pas dans les détails, et puis il faut, une fois qu'on a validé son jury, il faut faire son terrain. J'avais une première idée de terrain, je voulais faire un terrain au Parlement fédéral, à la Chambre, et donc un terrain très, très politique. Et autour de la question, je tease, mais ça ne donnera rien, mais bref, autour de la question de la souillure. Ok. Et de limites, de l'acceptable, du non acceptable, de ce genre de frontières. Bref, j'avais une idée qui fonctionnait très bien sur le papier. J'avais commencé un peu à me renseigner sur les possibilités. Et donc, c'était l'été, et au mois d'août, rien à voir avec les études, j'ai aidé 2 amis à moi qui font de la tapisserie d'art, qui déménageaient leur atelier. Et elles allaient s'installer dans un endroit à Zaventem, qui s'appelle Zaventem Atelier, et qui est une ancienne usine qui a été rénovée et reconvertie. C'était assez récent à l'époque, ça date de 2017-2018, et là on était à l'été 2019, donc ça venait un peu d'ouvrir. Et en fait était aménagé là-dedans une trentaine d'ateliers dans le domaine de ce qu'on appelle le design collectible, l'art et certaines formes d'artisanat. On reviendra dessus plus tard. Et j'arrive dans cet endroit, j'aide mes amis Erika et Justine à trimballer toutes leurs affaires pour s'installer. Et j'ai vraiment été touché par le bâtiment, par l'atmosphère du truc. Ça m'a interpellé. En même temps, j'aimais bien, il y avait des aspects aussi qui m'agaçaient, mais donc j'ai vraiment ressenti un truc. Et je me suis dit, ça ce serait vraiment un cool endroit pour faire un terrain un jour. Parce que j'avais mon autre idée. Et puis je suis rentré avec ça dans ma tête, mais ça m'a pas lâché. Et en fait, quelques jours après, j'ai demandé à Erika et Justine, mais est-ce que vous pensez, donc le truc là-bas est chapeauté, dirigé, si on veut, par un bonhomme qui s'appelle Lionel Jadot, et je leur ai dit, mais est-ce que vous pensez que ce Lionel, il serait ok que je vienne faire un terrain là? Elles m'ont dit, il est cool, faut lui demander, mais on pense bien que oui. Donc j'ai contacté Lionel, il m'a dit, écoute, viens manger un midi là et on en parle. Et donc je me suis pointé, et en fait il était ok direct. J'ai un peu expliqué en quoi ça consistait, mais il ne voyait pas d'inconvénient. Et donc je me suis dirigé vers ce truc-là. C'est important parce que ça a quand même
énormément déterminé mon avenir après. C'est pour ça que je m'appesantis un peu. Et donc j'ai fait ce terrain-là. Donc c'était un terrain... bon, j'avais de toute façon l'intention de faire un terrain proche. Parce que professionnellement, j'avais encore plein de choses régulières à Bruxelles. Donc de toute façon, partir... et puis voilà, j'étais en couple. On avait... Enfin, partir... 3-4 mois à l'étranger, c'était pas dans mes plans. Et en plus, même si j'avais eu la possibilité, je sais pas si je l'aurais fait. Ça m'intéressait d'être dans quelque chose de proche. Je m'intéressais aussi déjà à cette anthropologie-là, quoi, l'anthropologie du proche. Là où elle va un peu sur les plates-bandes de la sociologie, comme ça, c'était un truc qui m'intéressait. Et puis donc, j'ai commencé à aller très régulièrement là-bas, à mon atelier, et à me faire ma petite place là-bas. Et puis, ben, il y a eu le Covid cette année-là. Ça a commencé plus ou moins quand moi, j'étais censé avoir fini mon terrain. Donc ça a chamboulé pas mal de choses, ça a fait que j'ai pris aussi pas mal de retard, et puis j'ai jamais vraiment réussi à arrêter et à couper avec le terrain. Déjà parce que c'était proche, parce que Erika et Justine qui m'avaient amené là-bas, c'est des amis proches que je connais depuis très longtemps, donc j'avais cette attache-là, et puis j'avais commencé à nouer aussi des liens avec d'autres, qui allaient pour certains, qui étaient un peu au-delà du simple lien anthropologue, interlocuteur, qui était plus... avec qui j'avais une dimension amicale, etc. Mais surtout, et je m'en suis rendu compte, c'est marrant parce que je l'ai formalisé que en écrivant mon mémoire, mais je me suis rendu compte que inconsciemment, ce qui m'avait probablement interpellé et tellement attiré dans cet endroit, c'est que j'y ai retrouvé en fait beaucoup de choses que j'avais connues quand j'étais plus jeune dans l'atelier de mon père. Mon père était sculpteur, et donc moi j'ai grandi avec tenant à la maison l'atelier de mon père où il sculptait, où il faisait tout un tas de choses avec des machines, il sculptait la pierre, donc c'était plutôt costaud. Et en fait, je sais pas comment ça m'est pas apparu d'emblée, mais ça m'est apparu en cours de route et ça s'est formalisé encore plus quand j'écrivais. Mais j'ai vraiment ressenti cette connexion-là, quoi. Je pense que j'ai retrouvé un truc et c'est important parce que moi je suis convaincu que quand on fait un terrain, pour bien faire un terrain, enfin je sais pas, c'est un peu pompeux de dire bien faire, mal faire, mais en tout cas moi c'est aussi quelque chose que j'ai pu observer auprès d'autres chercheurs, c'est quand il y a un enjeu vraiment personnel et intime avec quelque chose de son terrain. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas nécessairement avant, mais le truc sur lequel on va se connecter, le truc sur lequel on va avoir comment dire, un intérêt vraiment particulier et où on va trouver un fil, je pense que c'est très souvent quelque chose qu'on ne sait pas nécessairement s'expliquer ou bien qu'on s'explique par après, mais qui touche à quelque chose de très personnel. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça. Moi, je me suis rendu compte que le truc très personnel, c'était le fait que je me baladais dans des ateliers. Et c'était rigolo parce que eux me voyaient comme l'intellectuel qui se baladait dans les ateliers. Or moi, j'ai grandi dans un atelier, donc j'étais pas du tout dans quelque chose d'exotique ou
Et je sais un petit peu bricoler, j'ai appris avec mon père et tout ça, donc je vais pas dire que je suis pas l'intellectuel, on s'en fout, mais en tout cas, je suis pas juste le cliché de... Mais eux me voyaient comme ça. Et ça a été aussi étonnant. Il y a un des ateliers, là à Zaventem, un des plus importants en termes de taille et notamment de rayonnement, qui réunit un père et deux de ses enfants. Alors le papa, il est plus très actif, mais il vient encore de temps en temps, et il y a une sorte de filiation quand même. Et donc le papa, qui s'appelle Armand Jonkers, avec ses deux enfants, Grégoire et Alexandra. En fait, le papa a le même âge que ce qu'aurait eu mon papa. Mon papa, entre-temps, est décédé, mais ils auraient eu le même âge. Et ils ont travaillé ensemble dans la première moitié des années 80, quand moi j'étais tout petit. Ils ont travaillé sur un chantier ensemble. Et ça, on a mis longtemps. Moi, je passais pas mal de temps chez les Jonkers. On s'entendait assez bien. Enfin, on s'entend toujours assez bien, d'ailleurs. Et on papotait. Et puis, c'est un moment, je sais pas, je parlais un peu de mon père. Et puis, je disais son nom. Et puis, Alexandra, elle est un peu tiquée. Et puis, on s'est rendu compte de ça. Mais moi, j'allais déjà sur mon terrain depuis, je sais pas, 2-3 mois, quoi. On avait déjà parlé plein de fois. Et puis là, ça a fait tilt. Et puis, Armand s'est souvenu. Et Alexandra s'est souvenue aussi, parce qu'elle est un peu plus âgée que moi. Et donc, elle s'est souvenue de moi petit dans la poussette avec ma mère sur le chantier. Et ça, c'est un épisode qui m'a marqué aussi, parce que je me suis dit, ah ok, il y a vraiment il y a vraiment une connexion. Évidemment, c'est en partie du hasard, mais c'est aussi quand même pas complètement innocent. Je me retrouve là, voilà, il y a quelque chose de cet enjeu-là. Et donc voilà, ce terrain, j'ai pas coupé avec ce terrain. Et en fait, les gens sur le terrain, c'était des artistes Ah oui, alors ça, je peux expliquer un peu plus ce qu'ils font. C'est-à-dire que ils font pas tous la même chose, donc c'est difficile de faire une seule catégorie. Il y a plusieurs catégories, mais globalement, on comprend peut-être mieux si on prend les choses par leur milieu. Lionel, qui est l'instigateur du projet, c'est un gars qui est architecte d'intérieur, designer, qui fait aussi beaucoup d'autres choses, mais on va dire que ça, c'est ses principales pratiques. Designer, c'est-à-dire créateur de mobilier, et dans un domaine qu'on appelle collectible, c'est-à-dire c'est pas du design industriel, c'est du mobilier qui est fabriqué soit en pièces uniques, soit en très petites séries. Donc, avec une forme d'artisanat et de création artistique. C'est vraiment ça, en fait. C'est à la frontière entre... On appelle ça design parce qu'en fait, il y a la création d'objets fonctionnels. Donc, c'est pas purement de la sculpture parce qu'on peut s'asseoir dessus, ou bien on peut poser sa tasse de café, ou bien on peut s'éclairer avec. Donc, il y a une dimension fonctionnelle, mais dans la façon dont c'est fabriqué, on est vraiment beaucoup plus proche d'une démarche artistique. On n'est pas dans le design industriel. Après, donc Lionel, il a fondé ça, et il a sa pratique d'architecte d'intérieur. Et donc, il a un bureau d'architecte d'intérieur. Il a 6 ou 7 archis qui bossent pour lui et avec lui. Et les bureaux de son cabinet d'architecte sont au centre du bâtiment, si tu veux. Au premier étage, c'est un des grands espaces. Et tout autour, il a sélectionné, pas tout seul, mais avec quelques autres personnes, mais avec donc une forme de ce qu'on appelle une curation, donc une sélection de créateurs. Il a sélectionné des gens, soit qu'il connaissait déjà, avec qui il avait déjà travaillé sur des projets, soit dont il connaissait le travail, mais qu'il ne connaissait pas personnellement, qu'il est allé chercher, soit des gens qui sont venus à lui et dont il a vraiment bien aimé le truc. Et donc, il a assemblé des gens autour de lui comme ça. Et donc, ça va de les Jonkers, là, dont je parlais juste avant. Eux, ils font principalement des tables basses, mais qui sont vraiment plutôt des sculptures tables basses, en travaillant beaucoup le métal gravé, la résine, et donc de façon extrêmement artisanale, à la main, avec pas 2 fois la même table. Donc
vraiment à cheval comme ça entre... Et donc c'est un domaine qui existe, hein, qu'on appelle design collectible, donc c'est pas nécessairement très connu du grand public. Moi je connaissais pas ça avant, hein, j'ai découvert ça là. Il y a eux, il y a Erika et Justine qui elles font de la tapisserie d'art, mais donc la tapisserie ça peut aussi être considéré dans le design parce que c'est dans des aménagements d'intérieur aussi, donc c'est aussi à la frontière. Il y a des ateliers qui ont une pratique plus explicitement artistique, mais quand même avec une dimension fonctionnelle toujours. Il y a plutôt des gens qui travaillent sur du luminaire. Il y a des gens qui touchent un peu à tout, des gens qui vont plus créer avec de l'acier, du bois, enfin voilà, et il y en a qui sont plus vers le design industriel, mais pas beaucoup. Il y a de la création de matière aussi, il y a un atelier qui tisse du cuir, mais qui ne fabrique pas les objets avec, donc il fabrique une matière qui va après être utilisée dans des sacs, du vêtement, de l'intérieur, enfin des choses comme ça. Ce qui les réunit quand même globalement, c'est que et ça c'est un des aspects qui m'intéressait aussi, c'est quand même très haut de gamme. C'est-à-dire qu'on évolue dans un monde où, pas nécessairement les créateurs, mais les clients, les destinataires de ce qu'ils font, c'est pas toi ou moi. C'est des gens qui ont des moyens considérables, pour le dire avec beaucoup de pudeur. Ça, c'est un des aspects qui m'intéressait. Au sein des créateurs, il y a de tout. Il y a des gens qui viennent de milieux plus aisés, il y a des gens qui viennent de milieux plus... où c'est moins évident. Ça se ressent aussi dans le groupe, tout ça, dans toutes les choses que moi j'ai pu observer. Et donc ça, c'est ce qui se passe à Zaventem Atelier. Et l'immeuble en lui-même, il a été rénové par Lionel et son équipe. Et donc c'est une ancienne usine de papier qui date au tout début du 17e, mais l'essentiel de ce qui existe encore maintenant date plutôt du 19e, donc avec une esthétique brique, charpente en acier, fenêtres voûtées avec des grilles en fonte. Tu vois, il y a vraiment un côté comme ça très, très charmant, et qui a été conservé. Parce que Lionel, c'est aussi dans son approche de l'architecture d'intérieur, il a un peu cette approche-là. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été conservées dans leur jus. Il y a quelques petites touches plus modernes, mais ça a vraiment énormément de charme et de cachet. Il reste des vieux tableaux électriques, mais d'il y a 100 ans, en acier tout rouillé, qui servent plus, mais qui n'ont pas été enlevés parce que ça fait des super objets. Et c'est un des sujets que j'aborde aussi dans mon travail, c'est que du coup le rapport de ces gens avec les objets, y compris les objets de la vie de tous les jours, parce qu'ils créent des objets fonctionnels. Et c'est là que c'est particulier par rapport à ce qui serait des ateliers purement artistiques. Ici, comme il y a un rapport à la fonctionnalité, ils ont aussi ce regard sur les objets de la vie de tous les jours, qui est un regard particulier parce que eux fabriquent des objets de la vie de tous les jours, sauf qu'ils les fabriquent comme si c'était des œuvres d'art quelque part. Donc ils les regardent aussi un peu comme ça. Bon, évidemment, il y a plein de choses qui vont pas les intéresser, mais du coup, enfin voilà, il y a un regard comme ça, et tu sens que ce regard est présent, et que quand tu te balades dans le bâtiment, il y a plein de petits détails qui font que tu vois ça, tu ressens quelque chose de particulier. Et c'est pas que moi. En fait, c'est un endroit où tous les gens qui viennent, il y a régulièrement des gens qui viennent visiter, c'est un endroit qui marque les visiteurs et les visiteuses. Il y a quelque chose, comme plein d'endroits, hein, c'est pas le seul endroit où ça se passe, hein, je dis pas, mais il y a quelque chose de marquant, et de très touchant. Et voilà, je sais plus d'où je partais. Mais en tout cas, ce bâtiment m'a interpellé aussi. Et donc, je le considère vraiment comme une forme d'artefact, lui aussi. Comme un objet au sein duquel sont produits les objets. Et qui, évidemment, joue un rôle sur ce qui va se passer à l'intérieur. Et donc ça, c'est un peu... ça, c'est Zaventem Atelier en quelques mots.
Donc je me suis jamais détaché de ce terrain. Et donc j'ai fait mon mémoire là. J'ai même, j'ai même passé pas mal de temps d'écriture sur mon terrain. Ce qui est possible quand on est dans un terrain du proche. Ce qui n'est pas nécessairement recommandé par les profs. Parce qu'il y a quand même un peu cette idée de couper avec son terrain pour écrire. On me l'a dit. Voilà. J'écoute pas toujours ce qu'on me dit. Enfin, j'écoute toujours, mais je le fais pas toujours. Voilà, j'ai pas tout fait là-bas non plus, mais et j'ai un peu, du coup, voilà, il y a eu la période Covid, il y a eu tout ça. J'ai traîné aussi parce que je suis quelqu'un qui a tendance à traîner. Et j'ai pas rendu mon mémoire ni en juin, ni en août, mais bien en janvier 2021. Mais aussi, donc, Oui. tu as rendu ton mémoire en janvier 2021 Ouais, pendant ton terrain. Enfin, en ouais, tout cas, le gros de ton terrain, ouais. c'était pas encore le Covid. Non. Donc j'ai commencé mon terrain, en fait, sur le dernier, enfin, en termes d'année universitaire, on est premier quadri 2019-2020. Donc septembre à décembre, janvier 2019. En fait, le Covid, il est arrivé au début de 2020. Et en fait, c'était assez marquant sur mon terrain parce que il y a eu une grosse soirée, un gros événement début mars 2020 qui que moi j'avais contribué à organiser. Donc voilà, mon terrain, je l'ai fait hors Covid. Et la fin, ça a vraiment été le début de la période Covid. Pendant ce temps-là, on avait cours, et puis les cours ont dû s'arrêter. Je me souviens que c'était en pleine chaire, il y avait une chaire Leclerc, et on a commencé la chaire le lundi, et le jeudi, ils ont dit maintenant c'est terminé, chacun reste chez soi. Donc, ouais, c'était voilà, c'était à cette période-là. Donc, évidemment, ben, ça a coupé mon terrain quelque part, puisqu'on était confinés, donc il n'est plus question d'aller là-bas. Certains des ateliers continuaient de tourner. Bon, l'infrastructure là-bas permettait de ne pas se croiser, etc., etc. Donc il y en a qui ont continué à y aller, mais il n'y avait plus du tout de vie commune là-bas. Et puis, bah, il y a d'abord eu le confinement où là, on ne sortait pas de chez soi. Et puis quand on a pu sortir de chez soi, voilà, il y en a quelques-uns. Et puis l'été, moi je suis allé là-bas pour écrire. Donc je me suis un peu reconnecté. Et puis, bah, comme je n'ai pas rendu en août, j'ai continué, et j'ai continué d'y aller quand même de temps en temps. Parfois j'allais encore rechercher une petite info, je fais des entretiens, enfin, ouais, j'ai vraiment fait des entretiens peut-être 2 semaines avant de rendre mon mémoire sur des petites questions en plus, enfin toutes des choses qui sont pas, qui d'habitude on est invité à ne pas fonctionner comme ça, mais ça c'est ce qui permet aussi un terrain du proche, enfin c'est ce que permet pardon un terrain du proche. Et puis alors donc j'ai rendu mon mémoire, et ben, tout le monde était quand même très curieux de ce que j'avais écrit là-bas, évidemment. Ça nous ramène à ce que je disais au début, où quand ma mère a écrit sur moi et mon groupe, ben, on était curieux de lire. Ben, là-bas, ils étaient vachement curieux de lire. Et ça a été compliqué, parce que, en fait, mon mémoire en l'état, il n'était pas anonymisable, c'est-à-dire qu'il aurait éventuellement été anonymisable pour quelqu'un qui n'a pas de connexion Internet et qui ne connaît pas. Dans le sens où j'aurais pu donner des autres noms aux gens, mais leur création est tellement liée à leur nom et leur esthétique et leur univers, et je peux pas ne pas parler de leur esthétique et de leur univers. Donc j'étais tellement obligé de parler de leur travail que même si j'avais pas mis leur nom, quelqu'un qui connaît sait tout de suite identifier de qui il s'agit, et quelqu'un qui connaît pas sait assez vite trouver de qui il s'agit. Donc c'était pas anonymisable. Donc j'ai dû demander que le mémoire ne soit pas rendu public, parce que ça tu peux demander. Et surtout, pour leur faire lire à eux, bah, y avait certaines choses qui n'étaient pas, je n'allais pas dire qu'elles étaient sensibles, au sens où moi je disais pas spécialement, enfin,
je disais pas du mal des uns, ou il n'y avait pas les uns qui disaient du mal des autres, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites en entretien, dans le cadre d'un entretien où c'est moi qui parle avec une personne, qui sont des choses, on va dire, relativement perso ou intimes, mais qui font quand même sens dans le cadre du mémoire, parce qu'elles elles entrent dans la réflexion, dans l'observation qui est menée, mais dont ces personnes ne veulent pas nécessairement que tous les gens qui travaillent autour d'eux lisent. Ce qui est assez légitime et c'est logique, et c'est des bêtes choses, c'est pas des choses... c'est pas des choses sensibles, problématiques, mais voilà. Et il y a quand même des enjeux comme ça. Et donc je me suis lancé, parce que je voulais quand même leur faire lire un truc. Je me sentais un peu quelque part redevable. Particularité de ce type de terrain, où on ne peut pas faire l'économie en disant « Oh, de toute façon, ils sont loin, j'ai plus de contact avec eux, qui se débrouillent. » Moi, je pouvais pas faire ça. Enfin, je pouvais faire ça, j'aurais pu couper tous les ponts, mais c'est plus compliqué. Et donc, je me sentais quelque part redevable, ce qui était important, parce que ça pose cette question de la restitution, hein, on l'appelle comme ça, en anthropologie, la question de la restitution. Et donc, j'ai commencé à plancher sur une version de mon mémoire qui serait... que je pouvais leur faire lire, où j'aurais trié. Et en fait, j'ai passé pas mal de temps à essayer de faire ça, mais j'ai pas réussi. Parce que en fait, je voyais assez bien ce qu'il fallait que j'enlève, mais quand je commençais à enlever ça, en fait, ça se cassait la gueule, ça voulait plus dire grand-chose. Parce qu'un texte, bon voilà, c'est un édifice, c'est un château de cartes. Tu peux pas comme ça, innocemment, enlever des cartes et puis te dire... Parfois, oui. Parfois, tu peux enlever des cartes et ça tient. Parfois, quand on enlève des cartes, il y a tout ce qui s'écroule. Et c'était un peu compliqué d'aller écrire une autre carte à la place pour essayer que ça s'écroule pas. Enfin, ça devenait un truc vraiment zarbi. Et donc, j'ai un peu dû les décevoir. Et pendant longtemps, je leur ai dit, oui, je travaille dessus. Puis à un moment, j'ai bien dû leur dire, en fait, j'y arrive pas. Et ça a un peu fait... voilà, personne m'a dit explicitement, ah, mais ça, je suis déçu. Voilà. Et puis, on y reviendra parce qu'il y a eu une suite à ça. Mais on va rester dans l'ordre chronologique. Okay. Parce qu'on arrive à ta question de après les études. Oui. Voilà. Oui. Donc, mes études sont finies. J'arrive pas vraiment à restituer ma mémoire. Entre-temps, le temps tourne. Bon, entre-temps, moi, après les études, je respire aussi un petit peu parce que je travaillais... En fait, je continuais de travailler un équivalent de mi-temps en horaire décalé pendant que j'avais l'UNIF à temps plein. Donc, c'était quand même dense. Donc là, je respire quand même un petit peu. Et puis, ma compagne tombe enceinte aussi, à cette époque-là. Et je reçois un coup de téléphone pendant l'été Donc en été 2021. Été 2021, ouais. Et en été 2021, je reçois un coup de téléphone de Xavier. Et Xavier, c'est un gars que je connaissais un peu, parce que je l'avais rencontré 2-3 fois à Zaventem Atelier. Lui n'était pas directement installé à Zaventem Atelier, mais il avait des connexions, et notamment, il était là-bas parce que donc Xavier, il est architecte, et il avait travaillé avec mes deux amies Erika et Justine, qui font du tissage, sur un gros projet d'aménagement qui a duré, je sais pas moi, 1 an et demi, un truc comme ça, enfin un gros truc sur lequel ils avaient bossé pour un espace de coworking avenue Louise, enfin une sorte de gros bazar où elles avaient vraiment tout fait. Et donc elle connaissait Xavier, elle s'était bien entendue avec lui, moi j'avais entendu parler de lui souvent, je l'avais croisé 2-3 fois. Et dans la suite, si tu veux, de leur collaboration sur ce projet-là, pour lequel elles avaient dû développer du mobilier, elles avaient bien aimé. Elles avaient travaillé avec un 4e personnage qui s'appelle Simon, qui était plus un gars qui construit des choses et
qui était un ami de Xavier, et qui avait construit le mobilier qu'elles avaient conçu, si tu veux, pour ce projet-là, Silver Square, pour pas le nommer. Et donc, à la sortie de ce machin-là, ils se sont dit « Ah, c'était chouette de créer du mobilier ensemble. Si on créait une marque de mobilier, à 4, sans la contrainte de ce projet-là, qui avait évidemment des contraintes budgétaires, techniques de toutes sortes, mais vraiment où on peut un peu... Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé à 4 un studio de création de mobilier, et ils ont pris pour cela, via Erika et Justine, un espace à Zaventem Atelier, dans lequel ils réalisaient ça. Et donc, Xavier était de temps en temps à Zaventem Atelier, moi je l'avais croisé de temps en temps, on s'était bien entendu. On avait parlé de plein de choses. Xavier me téléphone, et oui, est-ce que ça il me dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec moi? Donc je dis, ça dépend pourquoi faire. Ah, je sais pas vraiment encore, mais on va chercher, on va trouver. Alors, j'essayais un peu plus de comprendre ce qu'il fait déjà. Je le savais déjà un petit peu, mais j'essayais de voir plus concrètement. Et donc Xavier, il est architecte, il avait une équipe autour de lui, dans une structure qui s'appelait Naïf. Et donc des architectes et des architectes d'intérieur. Et donc l'équipe Naïf était l'intermédiaire entre des artistes et un chantier. Et c'est dans ce cadre-là que Erika et Justine avaient rencontré Xavier, puisqu'elles avaient créé avec lui et son équipe un des coworking, en fait, qui s'appelle Coworking Bailly, qui est juste là, en fait, sur le Silver Square Bailly, qui est juste sur l'avenue Louise. Et voilà, il y a eu une douzaine de Silver Square qui ont été créés comme ça. Mais au moment où moi j'arrive, Xavier, il est en train de réorienter sa boîte parce que la collaboration avec Silver Square va se terminer, parce que Silver Square va internaliser ces missions-là. En plus, Xavier et son équipe, ils en ont un peu marre de faire ça, donc ils veulent un peu réorienter. Et Xavier, dans ce cadre-là, il veut étoffer l'équipe avec des profils qui ne sont pas architectes ou archi d'intérieur. Et comme on avait causé quelques fois et qu'on s'était bien entendu et qu'il fonctionne un peu comme ça au feeling, il se dit bah tiens, lui ça a l'air intéressant, on va voir ce que ça donne. Et donc il me propose ça, entre-temps il avait aussi proposé la même chose à un autre bonhomme qui s'appelle Thierry, qui lui vient du spectacle vivant, de la danse, mais qui travaillait aussi sur de la création de jeux et d'intervention, enfin tout un profil comme ça un peu atypique. Et donc il nous fixe le même rendez-vous, et il arrive en retard. Alors il arrivait toujours en retard, mais à ce moment-là il était exprès en retard, dans l'idée que Thierry et moi on fasse connaissance. Donc j'arrive et donc je fais connaissance avec Thierry. Et puis Xavier arrive. On se met d'accord sur le fait que je vais bosser là une sorte d'équivalent de mi-temps, quoi. Et tu continues donc je vais alors à côté je continue de faire de la musique, et puis là il me propose deux jours et demi semaine de devoirs. Donc c'est une situation assez rêvée, hein. Je suis bien conscient, là j'en parle un peu détaché, mais à ce moment-là, moi je me dis j'ai un bol fou, et parce que à ce moment-là, il n'y a pas vraiment des exigences claires. Il me dit pas tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il me dit ben voilà, on aimerait peut-être se lancer dans tel ou tel truc, il faudrait que tu fasses un peu des recherches à tel sujet, mais bon, carte blanche, quoi. Donc à ce moment-là, il y avait, ça existe toujours, mais il y avait ces concepts de co-living. Et donc il dit oui, tiens, qu'est-ce que c'est, machin. Et donc moi je commence à faire un peu de la recherche là-dessus. Je lis de la littérature scientifique, je fais des entretiens avec des gens qui vivent dans des co-living.
je fais connaissance avec l'équipe, j'essaye de comprendre un peu. Enfin voilà, je fais des trucs d'anthropologue, quoi, tu vois. Et donc ça commence comme ça. À ce moment-là, on travaillait au Silver Square Bailly, mais comme la collaboration se finit, etc., et que Xavier a un autre plan, on déménage. Donc là, on est en septembre 2021. En novembre, je pense, on déménage vers un endroit totalement différent, qui s'appelle le château de Groenendael et qui est en bordure de la forêt de Soignes, et qui n'est pas vraiment un château, mais qui est quand même un bâtiment qui date de la fin du 18e, qui est rénové et tout ça, et pour lequel on a rentré un appel à candidature pour le reprendre, pour le transformer, machin, bref. Donc on débarque là et on continue, mais donc là on est vraiment dans cette idée d'interdisciplinarité. Il y a Thierry qui est là, il y a d'autres intervenants qui arrivent parfois plus ponctuellement, parfois plus régulièrement. Il y a vraiment, on forme une sorte d'équipe vraiment multifacette. Et c'est très chouette parce qu'il y a des projets, il y a des appels à projets, et donc on réfléchit tous ensemble sur ces questions-là. Et donc on fait ce qu'on appelle, parce que c'est très, on est dans l'univers de l'entreprise, hein, donc on fait ce qu'on appelle des brainstorming. Moi j'apprends un peu ce que c'est que l'architecture, et l'architecture d'intérieur, moi je connaissais pas grand-chose à ça. Ben, j'étais en plein, je sais plus exactement quand c'était, mais j'étais en plein là-dedans. C'était en avril 2022. C'est ça, ben, donc ça faisait 7-8 mois que je bossais là. Okay. Et donc ça a continué. Et puis il y a eu un revirement, en quelque sorte, vers avril 2023, un an après, où il y a eu deux choses tout à fait décorrélées l'une de l'autre, mais qui ont été concomitantes. Il y a eu, d'une part, un projet qui était déjà dans les cartons à Zaventem Atelier, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais à la suite de ce mémoire que j'avais pas pu leur faire lire, etc., mais déjà même avant, le fait que j'étais dans les murs et que j'écrivais, que j'observais et tout ça, ça avait quand même fait germer l'idée d'un jour faire un livre sur Zaventem Atelier. Lionel avait ça en tête depuis longtemps. Et puis il y avait eu quelques tentatives d'approcher un éditeur, puis ça n'avait pas marché, puis on ne savait pas trop. Et puis là, on est en avril 2023 du coup, et puis Lionel il me contacte. Moi j'allais encore de temps en temps à Zaventem, mais pas très régulièrement, et Lionel me contacte et il me dit voilà, on a peut-être l'opportunité pour faire le livre. Je vais raconter l'opportunité, j'y reviens, mais il m'appelle, il me dit on a peut-être l'opportunité pour faire le livre. En parallèle à ça, du côté de Naïf, par contre, là les choses sont un peu en train de se casser la gueule. Bon, on va pas rentrer dans des longues analyses et des longues considérations, mais il y a des projets qui mettent trop longtemps à se confirmer. Il y a eu des décalages un peu compliqués entre... c'est des histoires qu'on appelle de trésorerie, et donc en gros, voilà, on a dû réorganiser le truc. Donc ça s'est pas cassé la gueule, mais on a dû se reconcentrer sur les choses qui étaient vraiment ce qu'on appelle du délivrable dans le langage de l'entreprise, c'est-à-dire des choses qu'on peut vendre directement à quelqu'un. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on faisait qui étaient plutôt de l'ordre de la recherche, qui étaient beaucoup plus difficiles à appeler du délivrable, et donc ça, on a vraiment dû mettre un coup de frein là-dessus. Et donc ça, c'était à peu près à la même période. Mais du coup,
Et en même temps, à cette période-là, il y avait aussi l'idée qui était depuis longtemps dans Naïf, que la structure qui jusque-là appartenait à Xavier, qu'elle se mette à appartenir à une plus grosse partie de l'équipe. Il y avait une volonté d'horizontaliser, si tu veux. Et dans cette volonté d'horizontaliser, il y avait du coup l'idée que si on partageait une même boîte, quand on avait une opportunité professionnelle, on la proposait d'abord à l'équipe, voir si l'équipe était intéressée, auquel cas c'est l'équipe qui la prenait, et si pas, on la prenait individuellement. Ce qui est logique, une forme de loyauté. Et donc à ce moment-là est venu le bouquin, et donc moi j'ai dit, en fait il y a cette proposition de bouquin, donc j'ai dit, si ça intéresse la structure, on peut le faire passer par Naïf. Et donc, si tu veux, tout d'un coup, ça me donnait quelque chose de délivrable à faire. Donc, le bouquin a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé, mais je pense que c'est le principe d'un projet comme celui-là. Et donc ça a commencé vers avril-mai, comme ça, dernier. Et si tu veux, l'opportunité qui a rendu possible la mise en route de ce projet de livre, c'est que Lionel, avec son cabinet d'archi d'intérieur, avait décroché déjà, maintenant il a décroché ça il y a presque 3 ans, le réaménagement de la plus grande partie d'un immeuble très très connu des Bruxellois, qui est l'ancien siège de la Royale Belge, qui se trouve à Boisfort, à Boulevard du Souverain, je pense, qui est un énorme immeuble qui a été construit à la fin des années 60, et qui est un peu un joyau de ce qu'on appelle le style fonctionnaliste ou brutaliste. Donc c'est vraiment béton, acier, fenêtres dorées comme ça, machin. Mais c'est dans son style, c'est quand même assez bien un chef-d'œuvre, et c'est un monument qui a énormément de reconnaissance sur le plan architectural. Et donc, eux décrochent le réaménagement d'une partie substantielle de l'immeuble à l'intérieur pour un client qui veut installer là-dedans un projet qui mélange hôtel, restaurant, coworking, salle de sport, wellness et autres. Un projet qui s'appelle Mix, le Mix. Au moment où je te parle, donc avril-mai comme ça, on arrive vers la fin du chantier, et Lionel se dit, une fois que ce truc va ouvrir, si on arrive à faire un livre qui... Ah oui, non, c'est ça, j'ai oublié un truc très très important. Okay. Sur ce chantier, Lionel a impliqué, et c'est même vraiment le fondement de son concept, il a impliqué une 50aine de créateurs, designers belges, dont l'ensemble des studios qui sont à Zaventem Atelier. Il y a 25 studios qui sont à Zaventem Atelier, et pour la première fois, parce que Lionel a l'habitude de travailler avec les uns, les autres, ponctuellement sur des projets, mais pour la première fois sur un seul et même projet, il arrive à impliquer tous les gens de Zaventem Atelier, en plus d'encore toute une série d'autres gens. Okay. Donc il y a un lien évident, qui est évident dans ma tête, mais évidemment il n'est pas évident si je ne le dis pas, entre ce projet de rénovation et de réaménagement et Zaventem Atelier, évidemment, puisque toutes les personnes qui travaillent à Zaventem Atelier ont fait quelque chose pour le mix. Et faire quelque chose dans ce cadre-là, ça consiste à vraiment aller répondre à un besoin, mais avec une sorte de... Enfin, avec vaguement un cadre, mais de façon très carte blanche aussi. C'est-à-dire, il me faut des chaises environ comme ça, qu'est-ce que tu peux me proposer? Enfin, tu vois, vraiment un truc où chacun a pu s'exprimer beaucoup. Et donc,
Lionel, à l'approche de la fin de ce chantier, il se dit, si on fait un livre maintenant sur Zaventem Atelier et qu'on parle un peu du mix, autour de ce qui va se passer avec le mix, ça va faire un débouché à ce livre qui sera différent de si on le fait juste dans notre coin autour de Zaventem. Donc il m'appelle en disant, là on aurait une opportunité. Et donc on commence ce truc. Alors il me présente un duo de photographes qu'il avait rencontré peu de temps avant parce qu'ils étaient venus faire des photos justement à Zaventem, avec qui ça se passe assez bien, une graphiste aussi, machin. Donc on se lance dans cette aventure de livre. Et là en fait, quelque part c'est devenu une forme de charnière au niveau professionnel, vu que c'est de ça qu'on parle, parce qu'en fait, j'ai fait plus que ça. J'ai plus fait Naïf. Parce qu'en plus, Naïf, il y a eu ce ralentissement, il y a eu ce truc. Et puis moi, en fait, ça m'a pris un temps de dingue. Et donc, quelque part, après, le changement s'est fait. Et je suis passé de l'anthropologue qui travaillait avec des architectes à l'anthropologue qui a écrit un livre d'art à Zaventem Atelier. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'épisode de Jérôme. Dans les notes du podcast, j'ai mis les liens des endroits dont nous avons discuté durant cet entretien, ainsi que le lien vers le livre écrit par Jérôme. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines interviews. Vous pouvez partager ce podcast auprès des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Et si vous avez fait un master en anthropologie et que vous aimeriez partager vos expériences professionnelles, vous pouvez me contacter par Instagram ou mail et je me réjouirai de vous accueillir sur mon podcast. Vous trouverez évidemment le lien pour me contacter dans les notes du podcast. Au plaisir de vous lire et à bientôt.